Lisa Bossi, merci d'être notre invité. Vous êtes médecin généraliste à Paris. Est-ce qu'on peut vraiment passer un réveillon serein ce soir en famille ? Je l'espère. C'est la seule chose que j'espère. Après, il faut garder à l'esprit qu'on est en période toujours de pandémie. Et donc, il va y avoir le respect des gestes barrières que l'on ne doit pas oublier. Et puis, on peut prendre d'autres mesures pour limiter la contagion, puisque véritablement, aujourd'hui, avec l'Omicron qui est sur le territoire, il faut pouvoir pallier à sa contagiosité en adaptant des gestes simples. Lesquels, par exemple? Comment éviter les contaminations à Noël? Alors, on fait le respect des gestes barrières que l'on connaît et qui sont classiques, c'est-à-dire que on essaye de ne pas se serrer la main, on ne se serre pas la main, on respecte le port du masque quand on est en intérieur, on aère les pièces aussi. Toutes les heures à peu près, on aère les pièces d'environ environ 10 minutes. Voilà, tous ces gestes, on se lave les mains. Voilà, tous ces gestes qu'on connaît bien. Et puis, on peut proposer aussi, avant une période festive, de faire des autotests, ce qui permet, si on est asymptomatique, de se rassurer et de rassurer également son entourage. Quelle est l'efficacité des autotests, qu'on le rappelle? L'efficacité ou la sensibilité? La sensibilité. La sensibilité est assez bonne, hein, on vise aux alentours, pour qu'ils soient mis en place sur la chaise, sur le marché et validés par la chaise, il faut qu'ils aient une sensibilité à peu près de 90%. D'accord. Donc ils ont une bonne sensibilité. Oui, et vous rappelez les gestes barrières, et c'est important, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, quand on est tous autour de la table au moment d'un dîner qui dure souvent longtemps, où on parle tous parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter, est-ce qu'on peut vraiment empêcher les contaminations si, hélas, l'un de nous est positif? On sait que les clusters les plus importants sont des contacts familiaux quand même, de façon générale. J'entends bien, après c'est une question de bon sens. La vie c'est pas que biologique, donc on va célébrer ce soir la vie de façon globale. On essaye de faire attention avec du bon sens. Est-ce qu'on peut se dire aussi que si autour de la table, et même si on a des personnes âgées, des grands-parents, des parents, est-ce qu'on peut se dire que s'ils sont tous complètement vaccinés 3 doses, on ne leur fait courir aucun risque à eux? Alors, la vaccination, et notamment un schéma vaccinal complet, elle va vous permettre en tant qu'individu d'éviter les formes graves. Après, comme toute vaccination, ça n'empêche pas de pouvoir être contaminé par le virus. Donc il est clair que les personnes les plus fragiles doivent être protégées de façon globale et donc de façon, j'ai envie de dire sensée, on va éviter de ne pas protéger les personnes, donc on va essayer de se mettre à distance, etc., de les protéger également. C'est pas 100% d'efficacité la vaccination. Les gestes barrières sont aussi un outil supplémentaire dans les armes thérapeutiques que l'on a à nos côtés. Bien sûr, et surtout qu'au moment de ces fêtes arrive peut-être la pire situation qu'on pouvait imaginer, c'est ce nouveau variant Omicron qui se déploie à une vitesse fulgurante, inédite depuis le début de cette épidémie. Bonjour Fabrice Camou, merci d'être notre invité dans le live BFM. Vous êtes infectiologue, médecin réanimateur à l'hôpital Saint-André de Bordeaux, donc c'est le CHU de Bordeaux. Plus de 91 000 nouveaux cas positifs testés hier en 24 heures seulement. Est-ce que ça vous inquiète fortement ? Alors ça nous inquiète fortement parce que jusqu'à maintenant, l'épidémie Delta que l'on voit dans nos services de réanimation, on pressent qu'on va avoir une épidémie Omicron qui va arriver derrière. Pour l'instant, les patients hospitalisés en réanimation sont des patients Delta et on a évidemment cette inquiétude de voir arriver la vague Omicron qui va, comme toujours en réanimation, arriver avec un petit décalage de quelques jours par rapport à ce qu'on constate dans les laboratoires de ville notamment. Quelle est la situation actuellement dans vos services ? Alors nos services sur la grande agglomération bordelaise en réanimation sont totalement saturés. Nous avons chaque jour, on essayons les uns les autres, les réanimateurs, de faire sortir des patients pour avoir de nouvelles places. Mais on sait aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, où il va falloir probablement envisager des hospitalisations dans des hôpitaux un peu plus éloignés que Bordeaux, vers Limoges, vers Brive par exemple, où on sait actuellement qu'il y a quelques places disponibles en réanimation. Mais nous, sur le CHU de Bordeaux, nous sommes déjà saturés et de Covid et des autres patients qui continuent bien sûr à arriver dans les services d'urgence.
On voit que le gouvernement pousse aussi à accélérer la vaccination au-delà des gestes barrières. Il y a eu ce message d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, il y a quelques minutes. 100 000 rendez-vous de vaccination restent disponibles pour aujourd'hui. 1 million de créneaux seront ouverts en plus pour la semaine à venir. Et dès aujourd'hui, les rappels sont désormais possibles dès 4 mois après la dernière injection infection. Il y a également eu cet avis qui vient d'être rendu de la Haute Autorité de Santé pour réduire les délais là aussi entre plusieurs doses. Est-ce que vous avez des patients en réanimation pour Covid qui ne sont pas totalement vaccinés, qui ont peut-être leurs 2 doses aujourd'hui mais qui n'ont pas eu le rappel essentiel ? Absolument. Je pense que d'abord c'est une mesure indispensable. On s'est rendu compte que quand le rappel était rapproché, eh bien en fait il y avait un effet booster un petit peu sur les anticorps et donc un effet de protection probablement supérieur sur ce variant Omicron. Et on a dans le service actuellement des patients qui ont eu 2 doses et un rappel et qui malheureusement ce rappel est arrivé peut-être un peu tard. Les patients ont été en contact avec le virus et ont développé une forme grave même en étant vaccinés. Parce que ce sont des patients qui étaient effectivement un peu loin, autour des 6 mois, 7 mois après leur 2e dose vaccinale. Faiza Bossi, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'hôpital parce que c'est ce qui est scruté particulièrement par les autorités. À votre niveau, en médecine de ville, vous les voyez, les patients Covid revenir ? On revoit des patients Covid revenir avec des formes dans les cabinets nous concernant qui sont quand même pas fortement symptomatiques. Par contre, j'aimerais juste faire un petit point d'aparté sur le virus Omicron. Les bonnes nouvelles que l'on a, si tant est qu'on puisse dire que c'est une bonne nouvelle, en effet, il semble être plus contagieux, mais a priori moins virulent. Donc ça, c'est quand même assez rassurant. La problématique, c'est que s'il est très contagieux, on va avoir statistiquement forcément des patients qui vont développer des formes graves et donc on aura un engorgement de nos structures sanitaires. Mais c'est quand même déjà une bonne nouvelle, entre guillemets. Fabrice Camou, il y a aussi la question des personnes qui doivent s'isoler parce qu'elles sont cas positifs ou parce qu'elles sont cas contact et tout le monde est touché, les soignants y compris. Est-ce que ça aussi c'est une menace dans votre domaine ? Bien entendu, ça c'est une menace et surtout une inquiétude, pas nécessairement pour la gravité de l'infection, mais comme vous le dites, pour cette nécessité de s'isoler. On ne va pas en plus créer des clusters nosocomiaux de cas de Covid dans les hôpitaux. Donc on est inquiet, bien entendu, sur ces vacances, sur les liens sociaux qu'il va y avoir entre les différents soignants et la possible épidémie d'Omicron parmi nos personnels de soins dans les services hospitaliers. Et bien entendu, c'est une crainte. Merci beaucoup, merci Fabrice Camou, infectiologue et médecin réanimateur à l'hôpital Saint-André de Bordeaux, d'avoir été notre invité dans le live BFM pour ce point d'étape sur la situation dans vos services et c'est toujours important de le suivre au jour le jour. On le fait sur BFM TV. Le Covid qui a aussi ses conséquences sur la politique et notamment cette campagne présidentielle, on l'a vu. Elle avait commencé sur les chapeaux de roue dès le mois de septembre, puis 5e vague, puis désormais variant Omicron. Les candidats tentent quand même de faire campagne. C'est le cas notamment de Valérie Pécresse. Elle était hier dans un centre de vaccination en Seine-Saint-Denis et aujourd'hui en Corrèze, mais toujours sur le même thème, la visite d'un hôpital. C'est Marie Gentric qui la suit pour BFM TV. Valérie Pécresse est en train de visiter ce centre hospitalier dans la ville de Ussel en Corrèze. La visite devrait durer 1 heure à peu près. Valérie Pécresse visite différents services de ce centre hospitalier, dont le service de la maternité. Et puis elle s'entretient avec les directeurs, les chefs de service de cet hôpital. Et puis à son arrivée, Valérie Pécresse a également expliqué que venir ici, c'était une façon d'apporter son soutien au personnel hospitalier en pleine crise du coronavirus. Elle a notamment indiqué qu'elle leur avait apporté des chocolats. Et puis enfin, pour finir, on peut le dire, cette visite, elle est également symbolique d'un point de vue politique, puisque la Corrèze, c'est le fief de Jacques Chirac. Jacques Chirac, dont Valérie Pécresse revendique très souvent l'héritage. Laurent Neumann, là, il y a un vrai défi pour tous les candidats qui s'opposent à Emmanuel Macron d'exister dans cette campagne qui est complètement obstruée jusque-là par le sanitaire. Oui, alors évidemment, chaque candidat n'a pas forcément le même objectif. On vient de le voir avec Valérie Pécresse, elle est sur les terres de Jacques Chirac. C'est aussi en Corrèze une façon d'abandonner un petit peu l'image de la bourgeoise versaillaise, citadine, etc., montrer qu'elle est proche du terrain. C'est aussi une façon de se démarquer de ce qu'avait fait François Fillon, vous vous souvenez, il y a 5 ans, sur la lancée de la primaire formidable qu'il avait gagnée. Il
était parti, il avait pris des vacances au ski au mois de décembre, ce qui n'était pas une bonne façon de faire perdurer cette dynamique. Ce qu'on entend, c'est que Valérie Pécresse, elle souhaite que cette dynamique issue de la primaire des Républicains eh bien, continue le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'elle a déjà préparé jour par jour tout son calendrier du mois de janvier et même des 3 mois qui vont suivre ces fêtes de fin d'année. Mais c'est vrai que les candidats essayent d'exister dans une séquence où on ne parle quasiment plus que de la question sanitaire de Covid. Regardez Éric Zemmour, par exemple, au mois de septembre, octobre, novembre, il ne parlait que de régalien. Il y a quelques jours, il a cru bon de publier chez nos confrères de la tribune, dans l'opinion, pardon, une tribune dans laquelle il parle des questions sanitaires et de la manière dont lui aurait traité cette question-là. On entend Valérie Pécresse faire des propositions au gouvernement, dire qu'il faut repousser la rentrée scolaire, dire qu'il faut rendre les tests gratuits. Tests au passage qui sont déjà gratuits pour 90% de la population, c'est-à-dire la population vaccinée, et pour les 10% restants, tests gratuits. On sent qu'il y a une nécessité peut-être de s'accrocher à ce sujet et de faire des propositions. Absolument. Les candidats veulent se démarquer et c'est bien normal. Et puis on va rentrer dans la période des vœux aussi. Les candidats vont annoncer leurs vœux. D'ailleurs, le premier d'entre eux à l'avoir fait, c'est d'une certaine manière, alors qu'il n'est pas encore candidat, c'est Emmanuel Macron qui, souvenez-vous, a posté des vœux, en l'occurrence sur Instagram, mais pour dire quoi? Des vœux sanitaires, pour dire protégez-vous, testez-vous, isolez-vous quand vous êtes positif et surtout continuez à respecter les gestes barrières. On voit bien que de toute façon, cette campagne électorale ne ressemblera à aucune autre. C'est une campagne sous Covid, une campagne qui risque par exemple de nous proposer assez peu de meetings pour une raison extrêmement simple, c'est que ce sont des endroits à risque, puisqu'on va côtoyer des gens. Les meetings, on les retrouvera peut-être, mais après la vague Omicron, c'est-à-dire peut-être en mars, et pas avant. Donc une campagne radicalement différente. Et on sent qu'on est en campagne aussi, parce que ça y est, les vœux commencent à arriver. Dans quelques instants, il y aura Marine Le Pen à la mi-journée. Éric Zemmour, lui, a déjà publié sa vidéo de vœux aux Français. Ce soir, je vous souhaite à tous de trouver la paix. La paix en chacun de nous et la paix entre nous. Noël est le contraire de la guerre civile. C'est la réconciliation qui brille dans la nuit. La crèche, humble, émouvante, présente dans tant de familles, délivre son message à travers les siècles. Le miracle est de retour, chaque 24 décembre à minuit. Chers compatriotes, joyeux Noël, vive la République et surtout, vive la France. Laurent Neumann, juste un mot sur ces premiers vœux d'Éric Zemmour en tant qu'homme politique désormais. Des vœux qui durent 5 minutes sur les réseaux sociaux, qui ressemblent à s'y méprendre à sa vidéo de déclaration de candidature. Très sombre, il lit un prompteur, il lit un texte, non pas en papier mais sur prompteur, où il cite 40 fois le mot civilisation, une ode au catholicisme, une ode à la culture occidentale. Vous avez bien vu qu'à l'occasion de Noël, on l'instrumentalise de façon politique pour faire passer des messages politiques. Éric Zemmour, et puis Marine Le Pen, bien sûr, qui existe toujours dans cette campagne. Elle a aussi cette vidéo qui sera publiée à midi sur les réseaux sociaux. On a déjà un extrait à vous proposer. En cette période de l'année, cette période de joie et de lumière, je tenais à vous adresser tous mes vœux de Noël. Noël, cette fête qui est bien sûr la fête religieuse qui célèbre la naissance de Jésus-Christ, mais au-delà, pour tous les Français et de manière culturelle, une pause dans le tourbillon de la vie. Un moment de calme et de paix, de réconciliation et d'amour, de rencontre et d'harmonie, d'espérance et de partage. Mon premier élan se tourne tout d'abord vers ceux qui sont dans la difficulté, la maladie ou la solitude. Je leur adresse mes plus affectueuses pensées. Ces pensées se portent également dans le monde vers les persécutés, au premier rang desquels les chrétiens qui en Afrique et en Orient notamment souffrent et parfois meurent de leur fidélité à leur foi. À tous, j'exprime ma compassion et mon soutien le plus fervent. Que cette fête si merveilleuse soit l'occasion de l'espérance, une espérance de joie et de bonheur pour chacun d'entre vous, une espérance pour notre peuple, souvent éprouvé, une espérance pour notre cher pays qui doit trouver les voies de la renaissance. Avec le féerique émerveillement des enfants, le scintillement des illuminations et la douceur des chants, célébrons ce moment si particulier où s'assourdissent les débats, où s'assoupissent les combats. Ce moment où nous sommes invités à nous tourner vers les autres, vers nos familles, nos proches, nos amis. Ce moment d'amitié et de fraternité qui est finalement le plus beau des cadeaux de ces jours enchanteurs. Très heureux Noël et très joyeuse fête à tous.
Les débats s'assoupissent, les combats s'adoucissent. Oh, je laisse le dire. S'adoucissent. C'est intéressant parce que là, on a deux modèles totalement différents. A priori, on pense que Marine Le Pen et Éric Zemmour sont sur le même créneau politique, mais voilà deux formes de vœux radicalement différents. Vous avez vu, l'une est dans la lumière, souriante, parle de paix, de réconciliation. L'autre parle gravement dans une lumière sombre, gravement de sujets graves, d'Occident, de civilisation, etc. Quand même quelques points communs. Les chrétiens persécutés, c'est normal, dans le monde entier. Mais on voit bien que l'une fait court et souriant, l'autre fait long et grave, alors qu'au fond, le message politique est peut-être le même. Au fond, c'est un passage obligé. Tous les candidats font ça. Ils le font en général à la veille de Noël et à la veille du Nouvel An. Évidemment. Merci Laurent pour cette analyse. Bonjour Philippe Toinard. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous dans le live BFM. On va parler de ce qu'on a tous envie peut-être de déguster ce soir. Selon une étude CSA menée en novembre 2021 pour l'interprofession du foie gras, il y a 91% des Français qui déclarent en consommer du foie gras et 75% ont décidé d'en acheter pour les fêtes. Mais plutôt que de l'acheter, est-ce que je peux le faire moi-même ? Et est-ce que j'ai encore le temps là pour ce soir ? Alors pour ce soir, ça va être un petit peu compliqué. En revanche, on peut imaginer de faire quelque chose pour demain. Et j'ai après une petite recette à vous donner pour le 31 décembre ou le 1er janvier. Alors pour demain, ce que vous pourriez faire, c'est un foie gras poché. C'est une recette extrêmement simple. Vous allez acheter votre foie gras frais chez votre boucher ou votre charcutier ou votre volailler ou votre producteur local si vous en avez un pas très loin de chez vous. Pendant ce temps-là, vous allez prendre un litre de vin rouge un peu tannique dans lequel vous allez mettre différentes épices que vous trouvez globalement dans votre maison, c'est-à-dire du poivre en grains, des clous de girofle, une feuille de laurier, un peu de thym, du sel. Voilà, vous allez parfumer vous portez à ébullition ce vin rouge et pendant ce temps-là, vous salez sur toutes les faces votre foie gras. Une fois que votre vin rouge est infusé, pendant une dizaine de minutes, vous le retirez du feu, vous déposez votre foie gras, vous filmez votre casserole. Vous laissez comme ça pendant 1 heure, le temps que le vin rouge retrouve une température ambiante, et vous le laissez 1 nuit au réfrigérateur. Ce qui fait que demain midi ou demain soir, vous avez un foie gras poché au vin rouge, à découper en tranches et à déposer sur une tranche de pain de campagne toasté, et un tout petit peu de fleur de sel par-dessus, et éventuellement du piment d'Espelette pour ceux qui aiment les choses un peu relevées. Ça donne très envie. Là, on arrive vraiment à l'heure où on peut se projeter sur le foie gras. Donc ça, c'est éventuellement pour demain. Et maintenant, oui, pour demain soir, c'est bon. Si je veux préparer une terrine de foie gras, comment je m'y prends ? Alors là encore, tout le monde pense que c'est relativement délicat, compliqué. En fait, il vous faut 3 ingrédients. Un foie gras frais, le même que celui dont on vient de parler. Il vous faut un alcool de votre choix et il vous faut du sel et du poivre. Le principe, c'est que vous allez faire mariner votre foie gras frais que vous aurez demandé au boucher de déveiner. Vous allez le saler sur toutes les surfaces et vous allez mettre un alcool de votre choix dessus pour faire une marinade. Alors vous pouvez prendre un pinot, un floc de Gascogne, mais si vous voulez voir un peu plus péchu, vous pouvez aller sur un cognac ou un armagnac. Vous laissez mariner une trentaine de minutes. Ensuite, vous prenez un plat à terrine, vous déposez votre foie gras mariné dedans, vous tassez. Vous mettez ça au four dans un bain-marie à 100 degrés pendant 1 heure, voire plus. Vous trouverez les équivalents poids tant sur Internet, puisque ça dépendra du poids de votre lobe. Vous le sortez, vous mettez un poids sur le haut de la terrine pour que le gras remonte, et vous laissez ça 3 à 4 jours au réfrigérateur. Et donc vous aurez une terrine de foie gras pour le 31. Et donc que ce soit pour le poché ou pour la terrine, ça c'est à partir d'un foie gras frais. Oui. Qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi ? Alors ça, en revanche, si vous voulez, pour ce soir ou demain midi, des escalopes de foie gras. Alors c'est très simple et l'avantage c'est que c'est un plat de dernière minute, vraiment. C'est-à-dire que vous avez votre foie gras frais, pareil, vous le salez, vous le poivrez sur toutes les faces, vous découpez des escalopes et il vous faut une poêle bien chaude, vous déposez vos escalopes dedans, sans matière grasse, vous laissez 1 minute 30 à 2 minutes sur chaque face et c'est prêt. Si vous voulez faire plus joli et encore un peu mieux, vous farinez vos escalopes. Et ça va leur permettre de donner une petite légère coloration sur l'escalope et elle va bien se tenir dans votre poêle. Et dernière chose, si vous avez peur de le manquer un tout petit peu, vous mettez vos escalopes, vos tranches dans le congélateur pendant une trentaine de minutes. Il ne sera pas congelé, il sera juste très refroidi. Et vous refaites la même chose, c'est-à-dire vous déposez ça sur une poêle bien chaude et vous allez avoir un croustillant à l'extérieur et ce sera moelleux à l'intérieur. Soyons complets. Avec quoi on l'a sorti, qu'est-ce qu'on prépare et qu'est-ce qu'on boit ? Alors, c'est bien, vous avez le menu complet avec le X, c'est bien. Vous avez, pour l'accompagner, il faut jouer avec les fruits de saison. Vous avez des pommes et des poires, ça c'est des grands classiques qu'on met avec les escalopes de foie gras poêlé. Moi j'aime bien l'idée de poêler quelques petites tranches de mangue, quelques secondes dans une poêle, ou alors vous faites une petite poêlée de clémentine, où vous enlevez les quartiers et vous les poêlez avec un tout petit peu d'huile d'olive et vous servez ça avec votre foie gras. Les clémentines seront légèrement tièdes et vous servez, alors on en a parlé hier, mais vous mettez pas un vin liquoreux avec votre foie gras, parce que gras et sucre ne vont pas ensemble. Donc vous allez partir sur un Vouvray, ça peut être très très bien. Vous pouvez partir sur un Pinot Gris d'Alsace, ou alors si vous avez un peu pimenté votre foie gras, c'est-à-dire que vous avez mis un peu de piment d'Espelette ou un peu de tour de moulin à poivre, vous partez sur un Chinon rouge
ou un saumur rouge. Merci infiniment, Philippe Toinard, pour toutes ces recettes. Je vous laisse finir de noter chez vous. On se retrouve dans quelques minutes, l'occasion de revenir sur ce réveillon de Noël sous Covid et d'une nouvelle vague Omicron. La dernière information, c'est que les délais vont être réduits entre 2 doses de rappel. À tout de suite. C'est l'heure du Live Toussaint et pourquoi pas de changer de vie. N'attendez plus, devenez conseiller immobilier. IAD, ça fait du bien à l'immobilier. Votre programme avec Samsung Galaxy Entreprise Edition. La solution de mobilité tout en un pour votre organisation. C'est la famille la plus scrutée au monde. Tout le week-end de Noël, découvrez les secrets de la famille royale britannique. A very happy Christmas to you all. Ce soir, Elisabeth II, la reine de tous les records. Demain, Charles, le prince maudit. Dimanche, Harry et Meghan, les affranchis. Un grand voyage au cœur de la plus extraordinaire dynastie royale du monde. À partir de ce soir, à 20h50, sur BFM TV. Vous savez pourquoi j'aime ma banque? Parce qu'elle m'accompagne partout et dans tous mes projets. Elle sait que je suis à la recherche de performance. Hop! Avec elle, de nouvelles perspectives s'ouvrent à moi. Des solutions d'investissement compétitives et le meilleur banque en 2021. Fortunéo, j'aime ma banque. La nature est mon inspiration, ma raison d'être. Ma nature, ma force. I am Chloé. Chloé, eau de parfum. Richard Orlinski, l'art de sculpter le temps. Découvrez l'alliance parfaite d'arômes incomparables. Capturez dans chaque capsule leur espresso aluminium. L'or, sans doute le meilleur café du monde. Il y a au cœur du Jura, dans les profondeurs du Fort des Rousses, une cave exceptionnelle. Véritable cathédrale des saveurs, elle affine et donne au comté Juraflore tout le caractère d'un grand comté. Juraflore, les grands comtés. Elle n'a pas décidé de vivre dans un village sans école. Elle n'a pas décidé de marcher 6 km par jour pour boire de l'eau. Et elle n'a pas décidé de se marier à l'âge de 10 ans. Mais pour une fois, c'est elle qui décide. C'est lui qui décide. C'est elle qui décide. Pour la première fois, Vision du Monde donne la possibilité aux enfants vulnérables de choisir le parrain qui changera leur vie. Et si c'était vous? Parrainez un enfant sur visiondumonde.fr. SFR présente le Noël idéal de Romain. Je voudrais offrir à Tom le plus beau Noël de sa vie. Wow. Et qu'il puisse le passer avec ses cousins du Canada. Yo la famille, tu veux faire une game de soccer là? Hein? Quoi? Une partie de foot? Ah ouais. Ah oui. Ça. Et alors, c'est qui ton héros là? C'est Ronaldo. Ah parce que c'est pas... Pour Noël, faites plaisir à tous ceux que vous aimez avec la 5G et la fibre de SFR. SFR, enjoy. Pour les fêtes, avec Lindor, savourez un moment de pur bonheur. Un chocolat infiniment fondant. Lindor, par les maîtres chocolatiers Lindt. Redécouvrez les plus beaux véhicules légers de pompiers dans une collection au 1,43e et plongez dans l'univers des pompiers dans des fascicules passionnants. Le numéro 1, le Peugeot J7C, 2,99 € seulement. Il y a au cœur du Jura, dans les profondeurs du Fort des Rousses, une cave exceptionnelle. Véritable cathédrale des saveurs, elle affine et donne au comté Juraflore tout le caractère d'un grand comté. Juraflore, les grands comtés.
Nostalgie, les plus grandes chansons. On va manger dans le noir? Il n'y a plus qu'à croquer. Moi, j'ai trouvé le foie gras juste parfait. Je trouve qu'il est goûteux. C'est onctueux. Gourmand tout en étant léger. J'en veux bien encore, oui, si vous en avez. Il me rappelle mon enfance. C'est une belle découverte, pour c'est un beau produit. Il y a 1000 façons de donner à la Ligue contre le cancer. Face au cancer, l'amour, la Ligue. Tu vas pour la visite? Regardez la météo avec Century 21, au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Votre programme avec maxoutil.com. Maison, bricolage, aménagement cuisine. Maxoutil.com. C'est plus doux, Christophe Persson, mais c'est plus vieux. Oui, beaucoup de précipitations, beaucoup de nuages sur la plupart des régions. Regardez Cassis dans les Bouches-du-Rhône qui se retrouve actuellement dans la grisaille et ce sera le cas tout au long de la journée. Il y a une petite exception. Aujourd'hui, c'est le sud-ouest de la France, la Gironde. Regardez cette image ce matin sur Ourtin où l'on retrouve seulement des nuages élevés. Ce sera également le cas lors de l'après-midi car il y a quand même cette dégradation qui arrive d'ailleurs par le sud-ouest et ça explique le changement de température actuellement. Le tout avec pas mal de précipitations qui ont circulé sur le centre Val-de-Loire, sur la Bourgogne, désormais sur le nord-est. Il y a ces pluies qui circulent autour de la Méditerranée, également sur la Bretagne. Et cet après-midi, la belle zone d'éclaircie pour le sud-ouest. Mais partout ailleurs, ce sera gris, pluvieux, plus intense pour la Bretagne. Vers le nord-est, on aura également de la neige, des 2000 mètres d'altitude pour les Alpes du Sud. Dans des températures cet après-midi qui sont en hausse, 18 encore pour Biarritz et 20 degrés localement pour les Pyrénées-Atlantiques. Le minimum de 7 degrés sur l'est ou encore à Lille. Pour le jour de Noël, ça restera gris au nord, gris sur l'extrême est, mais beaucoup plus ensoleillé sur le sud-ouest, avec quand même quelques averses, contrairement à aujourd'hui. Plus de gelée pour demain matin, et demain après-midi, on aura des températures équivalentes à celles d'aujourd'hui. Dimanche, temps très gris, moins de précipitations, sauf vers le nord-est. Retour du soleil sur l'extrême sud, y compris près de la Méditerranée. Et on retrouvera un temps dégradé lundi, mais ça ne durera pas, car progressivement, on retrouvera de plus en plus de soleil au fil des jours de la semaine prochaine. Et jeudi, regardez les températures, 14 degrés l'après-midi pour la moitié nord et 16 pour la moitié sud. On y va pour la visite? C'était la météo avec Century 21, au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. C'était votre programme avec maxoutil.com. Maison, bricolage, aménagement cuisine. Maxoutil.com. Un peu plus de 11h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le live BFM. Il y a 2 endroits aujourd'hui où vous pourrez trouver à coup sûr des files d'attente devant les pharmacies, mais aussi devant les magasins. On va parler des deux. On va d'abord s'attarder sur l'esprit de Noël. Benoît Ruiz, on vous retrouve. Vous êtes à Saint-Laurent-du-Var. Ça se bouscule pour les derniers cadeaux, mais aussi les courses du repas de ce soir. Oui, exactement. Alors pour les courses alimentaires, on est déjà en train de se presser autour des huîtres, autour du foie gras et même parfois autour du caviar à 50 € la boîte, mais certains ont franchi le pas. Alors ici, dans ce centre commercial de 130 000 m², on attend pas moins de 50 000 personnes dans la journée. Il y a 4 000 employés qui sont mobilisés dans les 300 boutiques.
Alors, quand on demande aux gens l'esprit de Noël, est-ce qu'il est là cette année? C'est quand même, il y a du, oui, c'est vrai qu'on va fêter Noël pratiquement normalement, et il y a quand même du, eh bien nous, on n'a pas invité les grands-parents ce soir parce que voilà, on ne veut pas les exposer au virus. Donc il y a vraiment des familles qui sont prudentes et qui, voilà, ne veulent pas inviter les personnes les plus fragiles ce soir. Donc il y a quand même un esprit de Noël, comme vous disiez, mais c'est vrai avec ce Covid qui plane au-dessus de nos têtes. Il faut dire qu'ici, dans les Alpes-Maritimes, le taux d'incidence est de 962. C'est l'un des 4 départements où le taux est le plus élevé. Donc forcément, on y pense à l'heure de faire les achats de Noël, à l'heure de se retrouver en famille. Mais bon, voilà, l'esprit de Noël est toujours là, mais c'est vrai qu'il est un peu gâché. Et même, regardez, le Père Noël qui attend les enfants pour prendre la photo, même lui il est un peu au chômage technique en ce moment. Donc voilà, ici on a envie de faire la fête, mais quand même on a ce Covid qui est là au-dessus de nos têtes, et c'est vrai que les gens y pensent beaucoup. Tous envie de faire la fête et on reste responsable. Vous avez raison. Merci beaucoup Benoît Ruiz avec Claudia Olivier qui vous accompagne donc à Saint-Laurent-du-Var. Faiza Abossi est toujours avec nous, médecin généraliste à Paris. C'est vrai que c'est tout le dilemme ce soir pour la deuxième année consécutive. On a un Noël sous Covid. Alors on a une menace peut-être plus importante cette année avec Omicron. Pour autant, on peut sauver Noël et empêcher les contaminations. Oui, absolument. Vous savez, l'être humain, il est doué d'adaptation. Donc, le bonheur, c'est les autres. Il faut aussi profiter des instants de vie. Je vous l'ai dit, la vie, c'est pas que la vie biologique. Il faut faire preuve de bon sens. Si on a fait des autotests la veille, c'est tant mieux. Si on peut encore en faire aujourd'hui, c'est encore mieux, ce qui nous permettra de nous sentir un petit peu plus rassurés. Et puis, je vous ai dit, aérer les pièces toutes les 10 minutes, voilà, et faire en sorte de respecter ce geste barrière. Parce que oui, juste rappelez-nous les délais, c'est parfois un peu compliqué, puis surtout ça a évolué depuis le début de cette épidémie. À quel moment il faut faire un test pour être quasiment certain qu'il est valide au moment où on va retrouver ses proches? Alors, l'idéal, c'est de faire le test la veille d'un événement et de répéter celui-ci le jour même. Néanmoins, j'alerte, c'est pas parce que vous avez fait un test et que celui-ci est négatif qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des faux négatifs. Donc, je vous l'ai dit, le bonheur, c'est les autres, mais c'est aussi les respecter. Donc, on continue à maintenir les gestes barrières. Beaucoup de personnes se sont fait tester depuis ces derniers jours. La semaine dernière, on a battu un record, plus de 6 millions de tests, 6 millions 200 000, avec beaucoup de cas positifs, 91 000 recensés rien qu'hier. C'est un record, c'est inédit depuis le début de cette épidémie. Pour beaucoup, ça a été la surprise. Il y a beaucoup d'asymptomatiques, parce qu'il y a aussi beaucoup plus de vaccinés qu'il y a un an, où la campagne n'avait d'ailleurs pas commencé en France. Pour autant, si vous êtes positif, vous devez respecter des règles. Lydie Harouche, on vous retrouve. Quelles sont ces règles, justement, d'isolement ? Alors déjà, si vous êtes cas contact, eh bien la règle c'est l'isolement obligatoire. Un isolement, cela même si vous êtes vacciné ou non, un isolement de 7 jours qui est même amené à 17 jours si vous partagez le domicile de la personne testée positive au coronavirus. Bien sûr, il faut soi-même se faire tester. Si le test antigénique est positif, il faut le faire confirmer par un test PCR. Ces règles qui devraient être assouplies, c'est en tout cas la volonté du gouvernement face au variant Omicron, plus contagieux mais moins dangereux. Le but, c'est d'éviter la paralysie du pays, selon Olivier Véran. Et puis, si de cas contacts on en vient à être soi-même testé positif, il faut encore une fois le faire confirmer par un test PCR. Dès les premiers symptômes, la règle est de s'isoler pendant 10 jours ou bien 10 jours à partir du test, en l'absence de symptômes. Et si à ce 10e jour, vous ressentez toujours de la fièvre, eh bien, il faut s'isoler 48 heures supplémentaires, et cela jusqu'à la fin de cette fièvre, Loïc. Merci beaucoup, Lydie Harouche, pour toutes ces précisions. Donc, Faiza Abossi, isolement obligatoire des cas contacts, on vient de le voir. Si vous êtes atteint par le variant Omicron. Mais aujourd'hui, quand on se fait tester, si on ressort positif, on ne sait pas si c'est le variant Delta ou si c'est le variant Omicron. Absolument, c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où vous faites un autotest, qu'il est positif, vous allez faire un test PCR, et à partir de ce test PCR, on va faire un criblage, ce qui va nous permettre, si vous voulez, de s'attarder sur certaines mutations qui peuvent être préoccupantes, et on séquencera pour pouvoir donner une cartographie de ces virus à l'échelle du territoire.
dont notamment le fameux Omicron qui, c'est vrai, rebat les cartes aujourd'hui. Ces règles d'isolement, elles pourraient bouger parce que notamment 17 jours d'isolement quand vous êtes cas contact d'un positif, sur la longueur, c'est pas forcément tenable, d'autant que le Conseil scientifique a parlé d'hier de plusieurs centaines de milliers de cas, je cite, à partir du mois de janvier, chaque jour. Ça peut complètement paralyser une économie. Est-ce qu'on peut se permettre de réduire les délais aujourd'hui, si on est vacciné par exemple, si on est asymptomatique? C'est une question difficile. Je comprends bien qu'il y a évidemment un équilibre sociétal à maintenir et c'est tout à fait normal. Après, il y a aussi un consensus scientifique. On ne peut pas réduire à l'échelle de données chiffrées juste pour satisfaire à quelque chose de social. Enfin, je pense que c'est une réflexion à faire. Je ne saurais vous répondre de façon précise compte tenu du variant Omicron. Ce qui est sûr, c'est une réflexion qui est à mettre sur la table. Ce fameux équilibre entre, en effet, le côté sanitaire et puis le côté social. Et elle sera notamment en discussion lundi, puisque se tient un Conseil des ministres extraordinaire pour parler de cette situation. Il sera également question de la préparation de ce projet de loi qui va transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Et puis, l'exécutif ne s'interdit pas d'annoncer de nouvelles restrictions, notamment en vue du 31 décembre. Ça sera là aussi un moment de rassemblement à haut risque d'un point de vue sanitaire. Est-ce qu'il y aurait une mesure que vous recommanderiez au gouvernement de prendre aujourd'hui en urgence, comme l'appellent d'ailleurs certains professeurs ? Il y a des choses qui vont être mises en place dans certains pays européens dont on pourrait peut-être s'inspirer. Alors déjà, la recommandation, c'est l'autotest, je vous l'ai dit. Je pense que ça permet véritablement de savoir un petit peu où on en est, nous, sur le plan virologique. Et puis, si jamais l'autotest est positif, donc de s'isoler. Ça permet donc de calmer un peu la contagion. Et puis certains proposent de faire un espèce de couvre-feu. C'est ce qui va être objectivé a priori dans des pays européens voisins, voire des flashs de confinement. C'est pas mon envie personnelle. Je vous ai dit encore une fois, je préfère célébrer la vie. Mais ça peut être des propositions. On va voir ce que ça donne en termes de contagiosité. On parle beaucoup des hôpitaux, des services de réanimation, parce que c'est là que le bas blesse. C'est dans ces établissements qu'on voit à partir de quel moment il y a un engorgement. En médecine de ville, vous êtes confronté à cette vague actuelle? Alors je vous ai dit, on a plus de cas de patients symptomatiques ou qui consultent pour du Covid que les mois auparavant. Ça, c'est une évidence. Ils viennent vous voir en se disant « je pense avoir le Covid » ? Oui, tout à fait, absolument. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une période hivernale et donc c'est une période de co-infection. Donc on a la gastro, la grippe, on a aussi les parents qui ont des jeunes enfants et qui donc sont confrontés à tout ça. Donc ils arrivent avec les symptômes grippaux qui peuvent vous faire penser au Covid et donc ils consultent pour ça. C'est normal, on est en période hivernale. Et puis surtout, par rapport à la période de l'an dernier, le confinement a été levé, donc on est plus à même d'être ensemble dans des zones qui sont fermées. Et c'est vrai qu'il y a eu une sorte d'effet boomerang, plus de grippe cette année que l'an passé. Oui, bien sûr, puisque l'année dernière, on était pour la plupart d'entre nous en confinement. Donc à partir du moment où vous vous mettez en groupe dans une zone qui est fermée, les co-infections arrivent, c'est normal. J'aime beaucoup vous écouter parce que vous avez un côté très rassurant. Vous nous rassurez. Est-ce que vous êtes optimiste quand même, notamment pour la rentrée, pour les prochains jours ? Écoutez, foncièrement, si un médecin devient pessimiste, je pense que là, on est mal parti. Donc non, enfin, je vous l'ai dit, l'être humain a une capacité d'adaptation qui est assez impressionnante. Le peuple français a fait beaucoup d'efforts, on le dit pas assez, mais franchement, il faut leur rendre honneur aujourd'hui. Oui, il faut garder un certain optimisme, non ? Pendant les fêtes. Merci Faiza Abbossi d'avoir été notre invitée, d'avoir aussi des paroles optimistes, positives. Et c'est important, surtout en ce moment, au moment des fêtes. On est le 24 décembre, vous serez nombreux ce soir à réveillonner si vous en avez la chance, si vous avez vos familles, vos amis, si vous n'êtes pas contraints à l'isolement, comme c'est le cas aussi de beaucoup de personnes. Promis, je ne vais pas vous parler Covid à nos deux nouveaux invités que j'accueille. Bonjour Nina Métayer, vous êtes chef pâtissière, propriétaire de la Délicatisserie. Vous avez été élu meilleur pâtissier de l'année en 2016 et rebelote en 2017. Simone Zanoni est également avec nous. Je ne sais pas si je l'ai dit avec le bon accent. Je ne pense pas. Parfait. Mais vous le feriez sûrement mieux que moi, chef cuisinier. Au Georges, c'est l'un des restaurants de l'hôtel du Fort Saison Georges V à Paris que l'on connaît bien. Vous avez 3 belles assiettes devant vous. Présentez-nous tout ça. Tout à fait. C'est des choses c'est 3 assiettes qui pour moi c'est les indispensables pour fêter les fêtes, pour fêter Noël. Déjà on commence par des tortellini bolognesi
qui sont préparés un par un à la main avec des petites mains expertes. C'est des tortellini vraiment qui sont d'origine de Bologne et qui pour moi vraiment c'est les liens les plus magiques qu'on peut avoir avec la période justement de Noël. On les sert pas comme ça bien sûr, on les sert avec un petit bouillon à l'intérieur. C'est une farce assez typique, c'était une farce qu'on faisait avec des choutes, des charcuteries, des produits vraiment des invendus, des choses et pour pas gaspiller, on préparait ces petites tortelli qui à la base sont assez puissants en goût. Il y a de la cannelle dedans, il y a du parmigiano, il y a du fromage et ils sont servis avec un bouillon des chapons d'habitude. Et il y a un côté aussi un peu léger de l'assiette parce que du coup les bouillons est réfléchissante. En même temps les tortellini on est très puissants. Après, bien sûr, on a les panettone. Les panettone qui pour nous, c'est vraiment le dessert, la chose à pas manquer à Noël. Plus ou moins artisanal. Il y en a, comme tous les produits, il y a la version très industrielle, comme il y a la version faite par chez nous, par notre pâtissier, justement au Georges V. Moi, je conseille toujours un panettone. Le passer au four pendant une trentaine de secondes. Ah oui? Pour réchauffer. Si c'est fait avec des produits artisanaux. Et ça la sèche pas? Non, justement 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes pour lui donner un petit coup de chaleur. Ça va permettre au beurre et justement les ingrédients riches qui à l'intérieur légèrement s'effondrent. Et pourquoi pas les servir avec, nous on aime bien la gourmandise, une petite crème de mascarpone. Pour vraiment aller à compléter cet moment de bonheur. Je crois qu'on aime tous la gourmandise ici, enfin sans vouloir m'avancer, docteur. Avec quoi on peut rivaliser face à ça pour un réveillon ce soir? Alors, moi, le panettone, je le mange à chaque fois, mais au petit déjeuner. Alors, c'est mon